L'entrepreneuriat, c'est une quête de développement personnel déguisée à travers un business. Donc l'extrême, par exemple, dans l'extrinsèque, c'est je fais une action pour obtenir une récompense ou pour éviter une punition. Une motivation extrinsèque peut détruire une motivation intrinsèque qui était existante. Le Make Money Quick, cette fameuse niche, elle mettait ça en avant. Lance-toi sans compétences de départ, t'as juste à avoir une passion et à vouloir la monétiser, etc. Et en fait, il y a plein de gens qui avaient une vraie passion, concentrés sur est-ce que ça génère de l'argent ou pas, comme étant un critère de validation de leur passion. En mode, ma passion, elle est bien ou pas bien en fonction de si ça peut faire de l'argent. Et en fait, ma plus grosse problématique, c'est en tout cas à mon sens, c'est d'essayer de créer des zones de vide. Pour choisir une activité, choisis l'activité que tu peux faire sans être payé, et l'activité que tu peux faire à vie sans résultat. Le jour où tu as trouvé ça, je pense que tu es en paix avec toi-même toute ta vie. Aujourd'hui, la problématique, elle est plus comment est-ce que je peux me divertir, comment est-ce que je peux faire des activités, c'est plus comment est-ce que je crée volontairement des zones de vide. Je crois que la question la plus difficile à répondre, c'est... Ok, sujet du jour, on va parler un petit peu de motivation intrinsèque à l'action et du rapport entre le focus sur le résultat versus le focus sur le plaisir d'agir. Ce que je te propose peut-être pour commencer, Charles, c'est déjà d'explorer juste ton avis général sur la question et après d'aller dans des points de détail et dans des concepts. Hem, Là, aujourd'hui, tu Hmm. as une certaine expérience dans le business en ligne, dans l'activité en ligne. Hem, Comment est-ce que ta perception de ce concept-là, elle a évolué au fur et à mesure des années, toi? Ah, je pense que typiquement, tu vois, cette chose de la motivation intrinsèque vs motivation extrinsèque, euh, c'est vraiment, tu vois, au tout début, quand tu te lances, je pense que tu as beaucoup de motivation extrinsèque. Tu vois d'autres personnes qui ont un parcours qui t'inspire, ou un lifestyle qui t'inspire et du coup, tu as envie de répliquer ce qu'ils font. Alors tu vas regarder un petit peu ce qui marche, tu vas tester un petit peu les business models, à la mode. Je pense que c'est ce qui a introduit beaucoup de gens à l'entrepreneuriat, donc je pense pas que ce soit une mauvaise chose, Mmh, les motivations extrinsèques. Mais on voulait attaquer un peu ce sujet-là de justement motivation intrinsèque vs extrinsèque pour voir un petit peu ses limites. mmh, Hem, Quand est-ce que, c'est pertinent de basculer à davantage sur la motivation intrinsèque? Et je pense ce qu'on voulait un peu aussi discuter ensemble aujourd'hui, c'est, notre expérience personnelle en mode la différence qu'il y a pour mmh, nous entre genre la motivation extrinsèque et intrinsèque et tu vois, c'est vrai que j'ai pas mal vécu les 2 et je pense que c'est pour ça que, tu vois, il y a cette, phrase cliché de, l'entrepreneuriat, c'est une quête de développement personnel, déguisée à travers un business. Je pense que c'est aussi une quête de découverte de soi, tu vois? mmh, Tu apprends à connaître, tes points forts, tes points faibles, ce dans quoi tu es bon, ce que tu préfères faire et cetera, ce qui est plus naturel pour toi, mais mmh. qui a l'air d'être un labeur pour les autres, comme dirait Naval. Donc c'est vraiment ce truc-là de, tu te rends compte en fait que tu beaucoup plus f c'est beaucoup plus fluide quand tu te focalises sur une motivation intrinsèque, sur, ton intuition, ton kiff pour, aller sur la durée, Mmh. hem et vraiment je pense pouvoir garder des routines, régulière, même quand, ta motivation elle baisse, parce que justement c'est un drive, interne, tu vois? Tu pas besoin de constamment te taper des vidéos de motivation, David Goggins ou je ne sais quoi. C'est vraiment genre un fuel qui est interne et donc qui à mon sens est plus long, tu vois? Je partage ton avis, sur ces éléments-là et je pense que ce sera, enfin, voilà, c'est vraiment le thème du jour. Peut-être pour, entamer un peu, le sujet, ce serait peut-être bien justement de retracer déjà ces concepts-là de motivation intrinsèque, extrinsèque pour ceux qui connaissent pas du tout ces mots-là, et qui nous Mmh, écouteraient. mmh. Même s'ils comprennent le sens Ouais. général du thème du podcast, je pense que c'est intéressant. Hem, pour en donner Mmh. une définition un peu générale, heu, dis-moi si c'est globalement la même que la tienne et puis après je parlerai, je pense, un peu de l'histoire de l'évolution de ce concept. Carrément. Hem, En gros, si on veut, c'est un spectrum de, la motivation et notamment de, hem, la source
de cette motivation. Et le spectrum, il part de l'externe, à l'action jusqu'à l'interne, donc l'extrême, de chaque côté. Donc l'extrême, par exemple, dans l'extrinsèque, c'est je fais une action pour obtenir une récompense ou pour éviter une punition, genre, pour gagner de l'argent, pour éviter de me faire taper par mes parents, et cetera. Ça, j'agis parce que ça m'évite un problème ou parce que ça m'ajoute une récompense. À l'inverse, l'intrinsèque, comme son nom l'indique, c'est interne à l'action, c'est propre à l'action, c'est le plaisir de faire quelque chose pour le fait de faire, plus que pour un résultat, une récompense, un truc qui est externe au fait de faire. Voilà, et donc du coup, tu as des degrés et des niveaux. Par exemple, on va donner l'exemple d'un sportif, il va faire du gainage, il aime pas faire du gainage, mais c'est utile pour devenir plus performant dans une activité qu'il aime, qui est, un sport en particulier, et donc on va considérer que c'est une forme d'extrinsèque qui, sur le spectrum, est pas extrême, qui est proche du milieu en fait, qui est, c'est utile, donc la personne elle prend pas un dégoût à le faire, elle souffre pas, affreusement, et surtout il y a une utilité pour une action intrinsèque, et donc voilà, et ça permet en fait de Mmh. d'identifier un peu le spectrum. Je sais pas si c'est un peu la définition que toi tu avais aussi de ce Ah concept-là intéressant. d'intrinsèque et extrinsèque, ou est-ce que tu avais autre chose? Mmh. Ouais, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai remarqué qu'il y avait différents paliers de, différents niveaux, tu vois, d'intrinsèque ou d'extrinsèque. Par exemple, il y a au niveau de l'activité elle-même, Mmh. et je pense que c'est beaucoup le concept de flow. C'est, quand l'activité est satisfaisante en elle-même. Hem Et il y a un autre niveau aussi qui est au niveau des objectifs. Est-ce que c'est un objectif intrinsèque ou est-ce que c'est un objectif, qui m'a été ingrainé, Mmh. inconsciemment par, les pressions sociales ou l'environnement et cetera? Mmh. Et donc je pense que, tu vois, il y a pas mal, donc pareil, tu vois, sur toi, c'est sous forme de spectrum, mais effectivement, il y a aussi peut-être des niveaux, tu vois, genre sous les 2 axes, Mmh. et et du coup, tu peux voir, OK, au niveau genre macro, à quel point est-ce que je suis intrinsèque ou extrinsèque, et au niveau micro, Mmh. à quel point je le suis. Donc dans par exemple, ma direction sur 5 ans, mon objectif sur 5 ans, VS, mes tâches, ma to do de la journée, tu vois? Mmh. Et à quel point les 2 sont alignés et à quel point, l'une est intrinsèque ou extrinsèque, tu vois? Mmh. Je suis assez d'accord, c'est intéressant. Il y a un podcast qui sortira, juste après celui-ci avec, Louis de Maximus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, Mmh. abonnez-vous, que ce soit sur, Spotify ou YouTube, où on est disponible, sur les 2 plateformes. Hem, Louis de Maximus m'expliquait que justement il y a ce côté-là, effectivement de niveau aussi, et de flow, et de propre à l'activité elle-même. C'est intéressant, Mmh. et justement pour apporter un peu une pierre à cet édifice, en tout cas plutôt, à la compréhension du concept, parlons un peu de l'histoire. Faut savoir que les concepts de motivation intrinsèque, extrinsèque, ça c'est des concepts psychologiques d'abord, qui ont été Mmh. étudiés dans le cadre justement d'études psychologiques, scientifiques. Et ça naît dans un courant qui s'appelle le behaviorisme. C'est de Mmh. Skinner, dans les années 50-60, qui explique OK. dans un premier temps une version très, très extrinsèque de ce qu'est la motivation. Heu, Globalement, 2 raisons principales sont, abordées dans cette première étude, dans ce premier mouvement. C'est que l'être humain agit en fonction soit de l'obtention d'une récompense, pour de l'argent, pour un statut social, pour, ce genre d'éléments, soit pour éviter une punition. Et donc en fait, c'est les 2 grosses récompenses qu'il identifie dans la société humaine. Que du coup on travaille pour obtenir un salaire, on respecte la loi pour éviter d'être puni, on, achète telle ou telle voiture ou telle marque pour un statut social. Ça, c'est que des motivations extrinsèques au fait de faire des choses. Et donc ça, c'est un premier palier, et puis le deuxième, c'est, dans les années 70, celui qui est vraiment celui qui a conceptualisé pendant des dizaines d'années le concept de motivation, et puis notamment la partie intrinsèque, c'est Edward Deci. Et donc lui, en fait, il explique notamment justement cette OK. contrebalance de l'intrinsèque propre à l'activité. Et en fait, il fait une étude sur des participants. Je sais pas si tu as entendu cette étude-là? En fait, il c'est une étude de participants qui doivent résoudre des puzzles, et tu as un groupe qui est payé, et donc en fait, il va associer Mmh. la motivation au fait de faire des puzzles au fait d'être payé, et un autre groupe qui n'est pas payé, juste on lui fait faire des puzzles. Et bien le jour où ils arrêtent de payer, les gens qui faisaient des puzzles et qui étaient payés à le faire, et ben ils arrêtent.
C'est-à-dire qu'ils Mmh. continuent pas de faire Ouais, du j'ai puzzle entendu juste par celle-là, ouais, c'est vrai. plaisir de faire le puzzle, alors que Mmh. ceux qui faisaient le puzzle sans être payés, ça change rien pour eux, ils continuent parce qu'ils ont apprécié juste faire le puzzle sans récompense. Et ce qui explique dans un premier temps Edouard Dechi, c'est Mmh. que une motivation extrinsèque peut détruire une motivation intrinsèque qui est existante. Donc typiquement, tu as quelqu'un qui aime faire une activité et qui la fait gratos, Mmh. demain tu lui ajoutes une motivation qui est extrinsèque et il commence à faire ça que pour cette raison-là. Le jour où tu retires à nouveau l'extrinsèque, eh bien, il arrête de faire cette activité. Et en fait, c'est hyper, L'exemple corrélable, typique, c'est, à l'entrepreneur, tu vois? Parce que du coup, il peut commencer une activité en se disant: c'est «Juste, j'aime ça. faire ça», et puis en fait, il commence à avoir un gros résultat, à faire beaucoup d'argent, et du coup, il switch mentalement, il se dit: «Bah, en Mmh. fait, je vais faire ça pour l'argent», et finalement, il arrête d'avoir des résultats et de Mmh. faire de l'argent, et du coup, il arrête de faire l'activité. Et ça, on le retrouve tout le Mmh. temps. Je sais pas ce que tu en penses, Ouais. mais C'est c'est l'exemple super, typique de super marquant. celui qui a une passion et veut en faire son métier, finit Mmh, dégoûté de cette passion, burn-out et en mode, et recommence le cycle. exactement. Ouais, et c'est pour ça que je pense que, tu vois, in fine, ce que je me suis rendu enfin, en tout cas, mon expérience avec le temps, c'est de se dire que, fondamentalement, l'idée, c'est d'essayer de réconcilier les 2. Mmh, Comment est-ce que je peux aligner, intentionnellement mes motivations extrinsèques et intrinsèques et ouais, tu vois? Genre vraiment, avoir comme 2 cases différentes dans sa tête, une avec, mon objectif, externe en termes de résultats et mon objectif en termes d'action, on parle pas mal en ce moment et justement en mode je me détache de l'objectif, en termes de résultats, mais je m'attache davantage à l'objectif en termes, d'action, en termes de OK, bah, est-ce que j'ai fait ces actions-là qui étaient sur ma to do mais qui sont aussi alignées avec, ce qui me pousse? Hem Et moins se culpabiliser des, justement des résultats extérieurs, pour justement éviter de trop se rattacher à cette motivation extrinsèque mmh. qui, bah, peut, ouais, te briser, qui arrive tout le temps, je pense, je pense que c'est par cycle aussi. J'ai une citation de Naval Ravikant, qu'on apprécie tous les 2. Il dit, et c'est super Ouais. intéressant parce que du coup, il y a un parallèle avec ce que tu disais, «If you're burning out, it's often because, you're chasing outcomes instead of enjoying the process». Donc en gros, si jamais tu tombes en burn-out, c'est en général que, tu choisis le résultat plutôt que d'aimer le process. C'est Mmh, exactement ça. C'est-à-dire que le burn-out vient de ça, genre, tu as des gens qui mmh, sont passionnés et qui lancent leur passion, mais c'est même pas qu'ils vont arrêter d'être passionnés du truc, c'est qu'ils vont arrêter de se focaliser sur leur passion et sur le plaisir qu'ils ont à faire quelque chose, et ils vont se focaliser sur le résultat qu'ils obtiennent. Et je trouve ça super intéressant parce que tu en as beaucoup mmh, qui vont se lancer dans un truc, et tu vois, le make money quick, cette fameuse niche, qui est sortie, il y a, 4-5 ans, et qui est en train de s'écrouler progressivement. Bah, elle mettait ça en avant. Lance-toi sans compétences de départ, tu juste à avoir une passion et à vouloir la monétiser, et cetera. Et en fait, il y a plein de gens qui avaient une vraie passion, vraiment, et qui ont voulu la monétiser et qui se sont juste concentrés sur est-ce que ça génère de l'argent ou pas, comme étant un critère de validation de leur passion. En mode: «Ma passion, elle est bien ou pas bien en fonction de si ça peut faire de l'argent», tu vois? Et mmh, il y a plein de gens qui ont juste arrêté d'avoir leur passion, ouais, et je trouve ça ouais, super triste. Et en même temps, ça permet aussi de se dire, bah, justement, les gens qui se lancent, en se focalisant sur leur passion, bah, tant qu'à faire, autant se focaliser sur le fait qu'ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font, plutôt que de se focaliser sur le mmh, résultat que ça donne, surtout à court terme, tu vois? Je pense mmh, que c'est un peu mmh, ça. ouais. Mmh. In fine, je pense que, ouais, dans le make money quick, il y a ce côté, il y a vraiment le délai, la time frame qui va vraiment changer ton mindset par rapport à ça. Mmh. Tu vois, on parlait typiquement, tu sais, je te parlais l'autre jour de Power versus Force, ce book, que je recommande. J'adore ce Hem livre. Et genre, il y a pas mal, tu vois, ce concept de, pour passer, tu vois, de l'intrinsèque à l'extrinsèque de, beaucoup de gens se focalisent sur avoir, tu vois, plutôt que sur être Mmh. et du coup, ils disent: «OK, je veux avoir ça, faut que je fasse ça et du coup, faut que» voilà et seulement quand j'aurai fait ça et que j'aurai eu ça, je pourrai être telle personne. VS, à l'inverse, tu te dis: «En fait, je dois d'abord être, aligné avec justement cet intérêt, cette passion, cette expertise et juste, hem, vivre ça», tu vois? Et par conséquence, tu vois, genre, mes actions vont découler de ça et mes résultats vont découler de ça.
et du coup de se focaliser d'abord sur être. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on parle beaucoup de branding, le pouvoir du personal branding, c'est genre, juste j'apporte de la valeur en ligne, je crée du contenu, je sais pas, tu vois, derrière un écran, on sait pas qui on touche exactement, tu vois? On n'aura jamais une idée totale de l'impact qu'on a, mais tu es dans une optique d'abondance, de giver. Et du coup, ça te détache un peu du résultat parce qu'en fait, tu es vraiment, en mode: «Bah, voilà ce que j'ai à donner, voilà ce que j'ai à offrir, voilà, ce qui me drive», et puis, la personne qui est réceptive derrière, elle le sera, et puis s'ils le seront pas, c'est OK, tu vois? Mmh, Hem, Plutôt que d'être dans une posture de manque où c'est en mode, «Oh, il faut vite que j'aille, chercher un client et du coup que je fasse ci, ça, ça». mmh, C'est de réinverser, cette tendance-là, tu vois? Qu'on nous mmh, a apprises, et je pense que c'est des schémas de base, tu vois, qu'on a gardé depuis l'enfance, quand genre, dès le début, on te dit: «OK, il faut que tu fasses X job, parce que tu vas avoir X, bénéfices, et parce que si tu veux être bien vu par X telle et telle personne», et cetera, et du mmh, coup, tu es conditionné à genre te demander: «OK, qu'est-ce que», tu vois, à toujours chercher ce truc-là externe plutôt que de genre demander, «OK, qu'est-ce qui m'anime? mmh, Comment est-ce que je peux entretenir ça aussi?» Parce que je pense qu'il y a des habitudes, des routines à mettre dans ça, mmh. en tant qu'entrepreneur en place pour justement, nourrir ça, parce que ça peut s'épuiser aussi. Si tu l'entretiens pas constamment, je pense que, tu vois, c'est le palier productivité, créativité, comment les 2, hem, tu vois, se balancent ensemble pour justement éviter de tomber dans ce, tu vois? Parce que productivité pour moi ça induit beaucoup, tu vois, extrinsèque, tu vois, du coup, et Mmh. créativité c'est quelque chose genre qui est limite plus fort que toi, et genre tu es, et du coup, tu vois, il faut un peu les 2 parce qu'il faut aussi, driver ce chaos, tu vois, de créativité aussi qui peut arriver, et d'avoir des, comment dire? Des barrières ou des contraintes, pour justement avancer efficacement, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si je partage, alors peut-être que je l'ai mal capté, je suis Mmh. intéressé, je suis curieux à l'idée de creuser, que la productivité est forcément plutôt extrinsèque et que la créativité est plutôt intrinsèque. Hem, je pense que ça dépend tellement des gens. Mmh. Tu des gens qui sont foncièrement et factuellement passionnés par le fait d'améliorer leur propre productivité interne et pour qui le fait d'être créatif dans l'idée, je sais pas, de créer du contenu ou tout, d'être créatif de manière générale, c'est pas leur truc, tu vois? C'est des gens très terre à terre qui sont pas particulièrement imaginatifs, qui n'aiment pas créer, mais qui adorent l'optimisation et Mmh. foncièrement, il y a pas de genre, ils s'en fichent un petit peu du Mmh. résultat, juste l'amélioration leur suffit, tu vois? Et l'optimisation, c'est Mmh. vraiment leur truc. Je me dis que je pense que c'est des concepts qui sont tellement relatifs à chaque personne qu'il y a pas de règle Faut absolue Ouais, sur le et je sujet, tu pense vois? aussi que c'est des concepts tellement vastes que Mmh, genre s'ils sont pas bien définis, chacun va avoir sa définition de exactement. la productivité, chacun va avoir sa définition de la créativité. C'est vrai que moi je pense que j'ai une définition assez atypique de la créativité, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel je me suis beaucoup plongé, j'ai lu beaucoup de livres et cetera à ce niveau-là, et Mmh, tu vois, j'en parlais dans une de mes vidéos où justement pour moi la créativité c'est, la résolution de problèmes. mmh, Hem, donc c'est de développer de nouvelles idées qui ont de la valeur, et qui répondent à un problème. Hem, donc en fait, pour moi, c'est quelque chose qui va genre être spontanément, genre notre cerveau, il va avoir des parties qui vont chercher à automatiquement, tu vois, résoudre des problèmes en permanence, cette partie d'adaptabilité de notre cerveau, et pour moi, tu vois, je voyais plus la partie productivité comme, un moyen de, afin d'atteindre une fin, tu vois? Tu toujours quand tu as de la productivité, tu es toujours en mode, en tout cas dans ma définition, hem, à la recherche de quelque chose, d'une performance, mais extérieure, tu vois, davantage. mmh, Donc heu, donc voilà, plus à mon sens en tout cas, et que c'est plus un moyen de poser un cadre, avec des deadlines, avec mmh, des, OK. tu vois, des projets structurés, quoi. Quand je Mmh, pense, productivité, je pense structure, et quand je pense créativité, je pense chaos, hem OK. et je pense en fait en mélange des 2, tu vois? En vrai, les 2 peuvent être intrinsèques. Je pense qu'il faut vraiment chercher de l'intrinsèque dans 80 des choses qu'on fait et tendre vers le Mmh. 100, dans le sens où, en fait, toutes les tâches qu'on fait en extrinsèque et ça, c'est ce qu'il explique très bien, Dechy dans son étude. Il appelle ça l'over justification effect. C'est le fait que l'extrinsèque, Mmh. justement, remplace l'intrinsèque. C'est qu'en fait, tout ce qui est extrinsèque est court terme et ça, je pense que c'est une autre Mmh. notion qu'on n'a pas encore abordée. C'est que tout ce qui est extrinsèque est court terme dans le sens où dans une autre étude, ils ont fait, je crois que c'était la résolution de Rubik's cube, avec de la récompense et en fait, ils changeaient pas la récompense,
mais il remettait les Ouais. enfants, Mmh. ou les personnes sur, la même tâche. Et en fait, au fur et à mesure du temps, pour la même récompense, les enfants perdent en motivation, ils faisaient le Rubik's Cube moins vite ou, ils faisaient je sais plus quelle activité moins vite, avec moins d'envie, moins de motivation. Parce qu'en fait, Mmh. l'extrinsèque a pour, comment dire? Intérêt principal qu'il ait une nouvelle récompense. C'est quelque chose qui stimule le cerveau en mode, j'ai un élément nouveau et il y a une surévaluation de la valeur de la valeur perçue, de la récompense. Mais une fois qu'il l'a reçue une première fois, bah, en fait, cette récompense, il se dit: «Ah, en fait, c'est juste ça» et donc du coup, en fait, à chaque fois, il y a ça et il finit par juste il s'en fiche de la récompense, c'est pas suffisant. C'est ce qu'on retrouve dans, par exemple, je suis payé au SMIC, ça fait, 5 ans que je fais le même travail et que je suis payé au SMIC et ben j'ai envie de changer et des fois, c'est même pas, pour avoir un meilleur, salaire. Juste, je m'ennuie dans mon travail et ma récompense est la même que pour n'importe quel autre, donc je vais aller essayer autre chose parce que j'ai aucune motivation à faire Mmh. celui actuellement et soit les gens vont aller chercher des tafs où ils sont mieux payés, mais ils aiment pas forcément ce qu'ils font, mais vu que la récompense est plus sympa, voilà. Soit au contraire, ils vont trouver des tafs qui sont pas payés de la même manière, voire moins, mais où ils prendront plus de plaisir à l'intérieur parce que, sinon ils finissent soit en burn-out, soit juste, malheureux de faire ce qu'ils font et je Mmh. trouve ça super intéressant de se dire que justement, on doit tendre à faire que de l'intrinsèque. Ça veut pas dire que tout doit être agréable. Je pense qu'il faudra aussi enfin là, je dis beaucoup de choses, mais je pense qu'il faudra aussi, Mmh. spécifier ce cadre-là. Ça veut ce qu'on est en train de dire, c'est pas qu'il faut kiffer, tout ce qu'on fait, H24, dans le sens où tout doit être agréable. Pour moi, tout doit être, plaisir, mais pas forcément agréable. Pour moi, c'est 2 notions différentes. Je pense à un David Goggins dont on parle beaucoup, dans ce genre de domaine. Faut savoir que David Goggins prend un vrai plaisir, factuellement, à se faire mal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il aime. C'est comme les gens qui vont à la salle et qui font des séances de dingue. Ils sortent de leur séance, ils sont trop contents. Ils sont vraiment heureux et Mmh. en le faisant, ils sont heureux de le faire. Donc, Ouais. je pense qu'il faut aussi décorréler parce que ça veut pas dire que c'est agréable, Mmh. mais mentalement, c'est un plaisir d'aller contre, l'agréable, tu vois? Hem et donc Mmh. effectivement, il faut Ouais. trouver de l'intrinsèque dans tout, même dans ce qui est, désagréable, tu vois? Je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut réussir à Mmh. trouver. C'est Ouais. trouver une activité ou Ouais. un modèle ou, un métier où je fais de l'agréable Mmh. et du désagréable, mais dans les 2 cas, c'est de l'intrinsèque. Ouais et tu vois, genre, ça me fait penser pas mal à, je pense que in fine, tu vois, si tu prends sous une autre frame, la motivation, du coup, c'est beaucoup drivé par la dopamine, tu vois? Mmh. La dopamine, l'hormone de la recherche du plaisir, enfin la recherche de ouais, c'est ça, je crois que c'est ça, la recherche Plaisir, du ouais, plaisir ou c'est de du la plaisir. récompense Mmh. mais c'est la dopamine, elle est, déployée lorsque tu es dans une où tu espères avoir une future récompense potentielle. Mmh. Et il y a ce livre qui s'appelle, Dopamination, je sais plus l'auteur et justement, elle expliquait un petit peu, tu vois, genre le contexte actuel où, bah, en fait, on est constamment, bombardé de dopamine artificielle, les réseaux sociaux, junk food, Netflix et cetera et du coup, in fine, c'est là où, tu vois, on retombe dans les mêmes schémas que tu as dit par rapport au taf. On veut constamment changer et cetera parce qu'il y a le côté nouveauté de la dopamine, Mmh. hem, qui va, s'enclencher et qui va, du coup, aller dans une escalade de tester de nouvelles choses, mais qui sont forcément, tu sais, sur de la enfin, sur des motivations, du coup, qu'on pourrait dire extrinsèques, qui vont être genre plus superficielles et court terme. VS, la dopamine plus naturelle et long terme, où justement, en fait, elle préconisait la seule façon de contrebalancer ça, c'est des fois d'aller chercher la douleur ou du moins l'inconfort, parce qu'en fait, ça va créer il y a beaucoup d'activités comme ça qui créent la dopamine plus long terme, plus lente, Mmh. et que si tu vas constamment dans des activités overstimulantes, ce que tu fais, c'est juste que tu as des pics, beaucoup trop élevés, ce qui fait qu'après il y a une régulation, Mmh. automatique du corps, au niveau des hormones de la dopamine et ce qui fait que tu as un gros déficit et du coup tu fais que des hauts et des bas de pics, Mmh. de motivation. Alors que quand, tu as des sources de dopamine plus naturelles, telles que marcher, faire du sport et cetera, bah, en fait, tu as une élévation progressive et constante de la dopamine et tu as pas de crash après. Mmh. Et du coup, je pense que ça, tu vois, ça reflète un petit peu ces côtés de genre motivation court terme Mmh. VS, motivation long terme. En vrai, je suis
complètement d'accord avec cette idée du long terme, court terme. Je trouve que c'est super pertinent comme notion et d'ailleurs, j'ai une citation et je pense que c'est une bonne transition en vrai vers ça. C'est toujours du Naval, malheureusement, je suis très fan, de ce bonhomme. Il dit, je pense que c'est des citations que tu connais, donc je vais juste répéter, c'est des choses que tu sais, mais peut-être que les gens les Mmh. connaissent pas. Hem, je vais les dire en français. Joue à des jeux long terme avec des gens long terme. Mmh. Si tu n'apprécies pas le faire, tu ne seras probablement pas bon à le faire. Le jeu du statut n'a aucune valeur. Le jeu de la création de valeur a une valeur positive. Et il ajoute, Mmh. Ouais. hem: «Tu ne trouves pas ta passion». Jeu à somme nulle vs jeu infini. Ouais, et après il ajoute un truc: «Tu ne trouves pas ta passion, tu la construis en travaillant sur des choses pour lesquelles tu es naturellement curieux». Je trouve ça Mmh. hyper intéressant De fou. parce que du coup, ça veut dire que en fait, tu as pas besoin. Tu vois, par exemple, si quelqu'un nous écoute et que actuellement il se dit: «OK, c'est trop bien cette, partie motivation intrinsèque et cetera. J'ai aucune idée de ce qui me rend, motivé de manière intrinsèque. Je sais pas», tu vois? Ben, je pense et mon avis sincère, c'est que si je dois trouver un jeu long terme, où je dois m'amuser, ce que je dirais, c'est un, entoure-toi de gens qui sont long terme, donc qui sont dans le même mood que toi, qui ont compris ce jeu-là, hem et va vers ce qui t'attire naturellement. Genre, te pose pas trop de questions, juste qu'est-ce qui attire ma curiosité, qu'est-ce que j'ai envie de faire et te donne pas d'objectif. C'est exactement ce que me disait Louis, justement, de Maximus, qui m'expliquait, en fait, et c'est un podcast qui sortira après celui-ci logiquement, comme je le disais. Il disait, en fait: «Il y a pas besoin d'objectifs de résultats, d'objectifs chiffrés, d'objectifs de, Mmh. il faut que j'atteigne tel résultat». Non, juste, prends plaisir à tester un truc qui t'attire naturellement. Genre, je sais pas, tu as lu dans un bouquin un élément, tu testes et tu te fais ton propre avis. Heu, tu as toujours voulu faire un truc et tu toujours interdit de le faire, peut-être que tu trouveras, là-dedans de l'intrinsèque et tu peux même trouver des bouts d'intrinsèque Mmh. dans un petit peu tout. Typiquement, par exemple, je sais seulement depuis que je fais de la musculation, de mon côté, que j'ai besoin par moment d'aller dans un certain inconfort physique et d'aller outre ce qui me fait du bien ou pas, d'un point de vue agréable, tu vois? Et je sais que j'en Mmh. ressors en étant plus heureux et plus épanoui et que ça me fait du bien. Et j'aurais pas su ça si je m'étais pas mis au sport, si j'avais pas tout donné à certaines séances et cetera. Et donc, bah, en fait, c'était juste ma curiosité, je voulais savoir où étaient mes limites mentales et je pense qu'effectivement, il y a aussi ce truc-là de la curiosité naturelle qui fait partie intégrante de ce concept-là dont on parle depuis tout à l'heure, en fait. Mmh. Mmh. Non, c'est clair. Je pense que Mmh. beaucoup, font l'amalgame de, «Ah, je suis ma curiosité, je me focus sur des motivations intrinsèques, du coup, genre, je dois rester dans ma zone de confort ou je vais pas chercher à me dépasser». Alors qu'en fait, justement, souvent, limite, tu as plus envie de te dépasser, hem, quand tu sur des motivations intrinsèques parce que tu as envie de juste pouvoir découvrir, tu vois, le potentiel de ce que tu es capable de faire, hem et tu vois, c'est ça qui est kiffant. C'est juste que ton référentiel, bah, il est interne et pas externe, quoi. Tu te références pas à quelqu'un d'autre que tu as vu, dont tu Mmh. as aucun contexte de sa vie, perso, pro, ses antécédents, le contexte et cetera. Mais tu te compares à, bah, une ancienne version de toi-même, et tu es dans cette évolution-là, dans ce changement constant et voilà, je pense qu'il y en a beaucoup trop qui pensent qu'on a une personnalité ou un caractère figé. En fait, je pense que c'est ça la beauté du truc, c'est que ça se mouvoie constant. On peut modeler un petit peu ces choses-là en essayant d'explorer en fait son potentiel, un peu Mmh. plus loin, quoi. Ouais, totalement. Totalement, je pense qu'effectivement, il y a de ça et justement, c'est quoi ton avis sur, hem, cette question bon, là, je parle même plus d'intrinsèque, d'extrinsèque, mais plus Mmh. hem, d'agir et de faire des actions, où on est naturellement, curieux, dans le sens où, heu, je vais spécifier ce que je voudrais connaître concernant ton avis. Ce qui est ressorti de pas mal de podcasts et c'est sorti avec, Noé Perret, c'est sorti avec, Razzy Salomon, encore une fois Mmh. déjà disponible sur la chaîne. Hem, le concept de curiosité, il est intimement lié, au concept d'ennui, et je veux bien avoir ton avis sur la question dans le sens où, tu vois, justement, on parle depuis tout à l'heure de comment est-ce qu'on fait pour
trouver quelque chose, pour lequel on est, intrinsèquement motivé, en termes de faire l'action en elle-même. Hem, mais pour trouver ça et pour tu vois, par exemple, on parlait de curiosité naturelle, ce qui t'attire naturellement. En fait, je Mmh. pense qu'on ne peut le savoir que à partir du moment où on a de l'ennui. Mais justement, je suis intéressé à l'idée de savoir justement ce que toi t'en penses, toi qui justement t'es beaucoup plongé dans le concept de créativité, et Mmh. je en fait, pour moi, créativité, curiosité, c'est très proche en termes de notions. Ouais, Hem, clairement. Comment est-ce que toi tu l'abordes et c'est quoi ton avis concret sur le concept, enfin, je enfin, c'est dingue de même de parler de concept d'ennui, mais oui, le concept, d'ennui, du coup. Ouais. En fait, je trouve que c'est une opportunité de fou pour nous de se dire: «OK, en fait, ma plus grosse problématique, c'est de» enfin, en tout cas, à mon sens, c'est d'essayer de créer des zones de vide, de redécouvrir l'ennui. Hem, Avant, réseaux sociaux, pré-internet, pré-smartphone et cetera, même nous, quand on était gosses, en tout cas, on a pu connaître cette époque-là où tu avais encore des petites zones d'ennui, tu vois? Maintenant, on est obligé de les créer volontairement. C'est-à-dire que les parents sont obligés de faire des restrictions sur les appareils numériques et cetera Tu connu et ça toi aussi? c bah, non, non, du coup, mais je vois, par exemple, mon frère ou ma famille et cetera avec, Moi, j'ai connu ça, les plus jeunes, tu vois, des prochaines générations. Moi, j'ai pas vraiment eu ça parce que c'était encore enfin, j'ai l'impression que c'était encore un peu en développement, ou c'était pas suffisamment développé Mmh, pour avoir un impact où genre il y a trop besoin de restrictions. Mais il y en avait quand même. mmh. Mais c'est de se dire: «OK, aujourd'hui, la problématique, elle est plus, comment est-ce que je peux me divertir? Comment est-ce que je peux faire des activités?» C'est plus comment est-ce que je crée volontairement des zones de vide parce que en fait, on se rend compte qu'on s'est créé tout cet univers de distraction et cetera, mais fondamentalement, il y a rien de en fait, c'est comme si, je crois que la question la plus difficile à répondre, c'est genre: «Qui je suis?» tu vois? En vrai. Et si on passe pas, du temps avec soi-même pour genre justement apprendre ça, si on est constamment, parasité par de l'input extérieur, on a zéro espace mental pour, justement découvrir ses curiosités. Donc souvent, beaucoup de gens, ils ont pas de disent: «J'ai pas de passion, j'ai pas de curiosité, j'ai pas de truc qui m'anime». Mais en fait, je dirais que, s'ils passaient, juste 2 semaines, à cut tout le bruit, hem, 1, ce serait peut-être difficile à process au début parce qu'il y aurait peut-être des émotions ou des choses non digérées, non assimilées, précédemment. Mais 2, je pense que, tu verrais directement, bah, enfin, tu aurais beaucoup plus de fuel justement pour aller créer. Tu aurais beaucoup de choses qui ressortiraient et qui pop up. Hem, donc ouais, je pense que c'est super important. Le concept d'ennui, il est ultra important pour moi. Je pense trop peu mis en avant, tu vois? Et alors, comment est-ce que toi tu trouves de l'ennui justement dans ton quotidien? Parce que Ouais, sans forcément, faire de la publicité, mais plus, à titre informatif, toi aujourd'hui tu as plusieurs activités, notamment un accompagnement, une agence, dans le personal branding, la génération de leads pour les créateurs, qui veulent monétiser leur audience et notamment, en audience très qualifiée. On a ça à 2. Hem, ouais. dans ton emploi du temps, comment est-ce que tu crées au quotidien des zones de vide et d'ennui qui te permettent justement de retrouver ça, cette curiosité naturelle et de retrouver aussi ta créativité en un sens. Comment est-ce que tu le places? Est-ce que c'est, au feeling? Est-ce que c'est des moments qui sont prévus à l'avance? Comment est-ce que tu Mmh. rentres justement cette nécessité du vide dans ton emploi du temps? Je pense la, 1re chose que je fais pour, en fait, il y a plein de micro choses que j'ajoute, tu vois? Et surtout que j'enlève. Hem, pendant la première phase de ma journée, par exemple, bah, j'ai pas de call, pas de message. J'essaie de mettre mon téléphone le plus loin possible. En fait, ce que je fais, c'est que je place mon téléphone de l'autre côté de la pièce. Hem, j'ai des phases où je marche, où en fait, j'ai enlevé les réseaux sociaux de mon téléphone. Hem, journal aussi, enfin écrire, tu vois? Hem comment dire? Vider, ce qui reste là-dedans, en fait, et vraiment le poser sur le papier pour vraiment commencer avec comme une feuille vierge, hein. Quelque chose d'assez clean pour pouvoir créer à partir de ça. Mmh. Souvent on est, tu sais, bombardé d'input de ce qu'on voit des autres créateurs, de ceci, de cela, et du coup tout ce qu'on fait c'est, oh, on voit un truc, monkey see, monkey do, on voit un truc, on le répète, et il y a aucune, intentionnalité qui rentre dans la loupe.
Mmh. On se demande même pas si le système que je mets en place, est aligné avec genre la vision de ce que je veux me créer pour plus tard. Donc j c'est un peu ça que j'essaye de faire. Ouais, j'ai pas de télé, j'ai enlevé la télé de chez moi. Heu, voilà, c'est un peu ça, ces trucs-là, tu vois? Je pense qu'il y en a, ils peuvent penser que c'est extrême, mais à l'inverse, tu vois? Genre, je pense qu'on a tellement vu que nous, qu'en plus on travaille sur nos ordis, on crée du contenu et cetera, c'est d'autant plus important, de déconnecter de tout ça, tu vois? Mmh. Par exemple, ma famille ou ma sœur qui, elle, travaille pas du tout dans le digital, au contraire, tu vois? Les kinés et cetera. Il y a pas au contraire, enfin, elle va pouvoir elle est pas du tout sur, ces outils-là, tu vois, tout au cours de sa journée. Nous, on les utilise, on a 1 milliard de tentations, distractions possibles lorsqu'on travaille. Donc si on peut se les réguler, se les, avoir une espèce de philosophie d'utilisation de la technologie. Moi, un Mmh. auteur que je kiffe, c'est, Cal Newport, Mmh. qui a écrit un livre justement qui s'appelle, Digital Minimalism. J'ai fait une vidéo autour de ça. On mettra les Hem liens, et c'est des vraiment l'idée vidéos. d'avoir une ouais, on mettra les liens en dessous. C'est vraiment l'idée d'avoir une utilisation intentionnelle de la technologie, et Mmh. seulement introduire les outils qui, servent mes objectifs et ma vision long terme et de consciemment éliminer tout le reste pour Mmh. faire de la place pour des activités, heu, IRL satisfaisantes, tu vois? Mmh. Hem, voilà, sortir, faire du sport, passer du temps avec des amis et cetera, quoi. Parce que voilà, des fois, tu peux passer des heures sur des écrans, mais tu finis drainé à la fin, quoi. Mmh. C'est hyper intéressant cette notion de, tu sais, justement tu es sur des écrans et tu finis drainé. On en parlait, en podcast et par exemple, c'est beaucoup plus difficile de comment dire? De lire un livre après un film Netflix que de lire un livre après une période d'ennui Mmh, et en fait, ce que crée l'ennui, c'est aussi hem, un rapport entre soit je reste dans l'ennui, soit je fais une tâche qui est ma curiosité naturelle et en fait, c'est pour le cerveau plus agréable de pas s'ennuyer et du coup d'aller faire sa curiosité naturelle, alors que justement le rapport entre agréable, l'un ou agréable l'autre de, gratification instantanée, que ce soit scroller, que ce soit aller sur Netflix, que ce soit n'importe quoi, de gratification instantanée globalement, hem, sera toujours plus agréable, pour le cerveau, je parle, parce que bah, en fait, il a pas d'effort à faire. Il a pas d'effort à fournir. Quand tu as une mmh, curiosité naturelle et que tu as envie de tester un truc, forcément, ça te demande l'effort de, bah, j'y connais rien, donc ça veut dire qu'il va falloir que je me plante, ça veut dire qu'il va falloir que je teste des choses, que je fasse, de l'essai-erreur, que je me forme pour si jamais c'est une mmh, curiosité, niveau professionnel, bah, peu importe, mais ça demande un certain effort et en fait, le plaisir vient mmh, de en fait, dans cet effort-là, j'apprends et je prends plaisir à apprendre, je prends plaisir à faire l'action, je prends plaisir à tester des choses, à découvrir, à explorer, à me laisser surprendre. Mais quand, en face de ça, tu mets, une tâche de je fais aucun effort et j'ai les mêmes sensations d'un point de vue, hormonal, dopaminergique et cetera, forcément que le cerveau, inconsciemment se dit: «Bah, j'ai pas d'effort à faire, c'est cool quand même, c'est vraiment sympa». Et en mmh, même temps, c'est le pire truc et c'est pour ça que je pense que l'ennui a une forme de vraie utilité, c'est de se dire: «De toute façon, le rapport entre, soit je reste dans l'ennui, soit je teste mes curiosités naturelles et je fais des efforts», bah, en fait, c'est toujours plus intéressant, en fait et juste c'est même pas un mmh. hack, mais enfin, normalement, c'est pas censé être un hack, mais ça en est un en soi. C'est, le hack, Ouais, face justement à ces distractions et ces gratifications instantanées, tu vois? Je pense que l'ennui, c'est vraiment ça, c'est un hack face à la mmh, gratification instantanée, tu vois? C'est de mmh, dire: «Je rends, l'effort et la curiosité naturelle et justement la dopamine naturelle, le fait de chercher de l'intrinsèque et cetera aux choses, je le rends, plus sympa aux yeux du cerveau que, l'ennui». Que autre mmh, chose, en fait, que rester inactif parce ouais, que tu sois dans la gratification instantanée ou que tu sois dans l'ennui, dans les 2 cas, ton cerveau est inactif, il est passif, tu vois? Genre, mmh, soit il subit de l'information, soit il subit un rien, un vide, tu vois? De, justement ce qu'on mmh, disait et du coup, bah, autant tant qu'à faire, autant vivre un vide pour avoir envie qu'il y ait plus de vide, tu vois? Plutôt que de vivre un mmh, truc passif qui t'apporte rien de particulier ou mmh, de justement qui te met en mouvement, je trouve. mmh, ouais, ouais. Et puis de toute façon, enfin, même si on reste à rien faire, enfin, il y a cette urge de créer, de faire, qui est très humaine. Et c'est justement là, en fait, où genre le paradoxe, c'est que si tu veux te motiver à faire des trucs, faut rien faire. Mmh. Faut supprimer tous les inputs,
parce que justement, souvent on est bombardé de trucs et du coup, en fait, c'est ce qui fait qu'on est dans un état de surabondance d'informations et Mmh. je pense que l'idée vraiment, c'est de se créer un lifestyle dont on n'a pas envie de s'échapper, quoi. Genre, je pense que souvent les gens, pour la raison pour laquelle ils en fait, ça commence avec un objectif macro, extrinsèque, une Mmh. carrière, un taf qu'on m'a dit qui allait, apporter X résultats. Ça finit avec un quotidien, que j'aime pas du tout, qui me ressemble pas et du coup, j'ai envie d'échapper à cette réalité-là. Du coup, je vais aller choper encore plus de shoots de dopamine, de distraction, de ceci, de toutes les formes possibles imaginables et du coup, je pense que c'est consciemment voulu, tu vois? On a créé ce système-là où en fait on dit: «OK, on vend on en fait on implante le problème et on vend, la solution», tu vois? Et c'est hyper lucratif, économiquement parlant, tu vois? Genre si tu kiffais ton quotidien, tu aurais pas besoin d'acheter plein de merde ou de faire plein de consommer plein de trucs parce que juste tu kifferais. Donc Mmh. voilà, je pense que c'est un fuselage bien construit et voilà, moi en tant que marketeur, je capte les mécanismes et l'engouement de tout ça. Hem mais voilà, je pense que c'est important d'être conscient de ces mécanismes, Mmh. d'apprendre à connaître sa psychologie, en fait, parce que sinon elle va être utilisée contre nous. Hem, on nous apprend plein de trucs à l'école, mais on n'apprend pas comment notre cerveau fonctionne et je pense que c'est délibéré, tu vois? Mmh. Carrément, carrément, je suis assez d'accord avec l'idée et tu vois, pour, conclure un peu sur cette idée justement de l'action pour découvrir de l'ennui, en fait, les gens en général sont aussi enfin, le cerveau même est a un côté impatient, dans, l'obtention de la Mmh. récompense et en fait, ce que dit Naval, c'est qu'il faut aller à l'encontre de cette idée-là. Il explique que, enfin, il explique, la situation, elle est très simple, mais elle est très vraie. C'est faut avoir de l'impatience avec l'action et de la patience avec le résultat. Et en fait, ça veut dire que Ouais. globalement, tu dois juste être impatient tous les jours de te lever, de faire des trucs et pas de te lever tous les jours et d'avoir des résultats tous les jours. Mmh. Et c'est vraiment cette notion-là de juste, quand tu te lèves le matin, il faut juste que tu aimes ce que tu fasses parce que du coup, c'est-à-dire que tu vas te lever, heureux, content, que tu iras plus vite, et que tu apprendras plus vite et en fait, les résultats tombent de manière naturelle, et la patience, c'est en soi ne pas se focaliser dessus. Je trouve que le meilleur moyen d'être patient face aux résultats, Mmh. c'est de pas l'attendre ou en tout cas de pas être focalisé dessus, tu vois? Genre, Mmh. on peut l'espérer, le mettre Ouais. dans un coin de sa tête parce que, bah, voilà, on lance un truc, on a envie que ça marche, c'est cool. Mais la motivation à l'idée de se lever tous les matins, c'est pas: «J'ai un résultat», tu vois? C'est juste: «Je réalise ma mission» ou «Je Ouais. réalise des tâches qui me plaisent». Ça, c'est vraiment intrinsèque, tu vois? Et pour conclure un peu là-dessus, enfin Mmh. pour, plutôt switcher de sujet, il y a un concept japonais qui s'appelle le concept d'ikigai, que tu dois connaître, qui Ouais. justement, Ouais. a pour objectif premier justement de trouver cette espèce de d'équilibre parfait entre, la passion, les curiosités naturelles, et cetera. Hem et je personnellement, je le trouve super compliqué pour un débutant à aborder. Dans un premier temps, quand tu regardes juste un Mmh. schéma de l'ikigai. Faut faire Quand des tu lis trucs un pour vrai livre comprendre. sur l'ikigai, je suis d'accord que c'est enfin voilà, Mmh. c'est plutôt abordable, il faut vraiment le comprendre et tout et prendre le temps de le comprendre. Mais dans un premier temps, pour un débutant, le concept d'ikigai est un petit peu, abstrait ou en tout cas très compliqué, tu sais, tu es là, OK, c'est bien, c'est des jolis mots, mais j'ai aucune idée de comment le mettre en place chez moi. Hem, Toi qui je pense que tu connais plutôt bien, le concept Ouais. d'ikigai, qu'est-ce que tu en dirais de manière générale et qu'est-ce que tu dirais à un Mmh. débutant qui se trouve face à un Ouais. schéma d'ikigai et qui comprend rien? Ouais. Hem, déjà, tu vois, pour rebondir sur le point d'avant Mmh. qui permet de transitionner vers celui-là, hem, l'idée, c'est de se dire que quand tu as l'opportunité de faire un truc que tu kiffes tous les jours, qui se soucie de combien de temps ça va prendre, tu vois? Genre, Mmh. c'est pas la question, elle est même plus là, tu vois? Parce que je suis déjà en train de faire, ce qui m'anime. Donc ça la réponse se donne directement à la question, tu vois? Et du coup, Mmh. l'idée de l'ikigai, hem, c'est, un cercle et peut-être on mettra une image, après en montage, mais Ouais, je pense, il y ouais. a ces 4 cercles avec ce dans quoi je suis bon, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé et ce que j'aime faire. Mmh. Et du coup, à différentes intersections, il va y avoir, la mission, la vocation et je sais plus la troisième chose, et la passion
et en fait, c'est de lister dans chacun des cercles, différentes activités. Donc dans quoi je suis bon, lister toutes les choses dans lesquelles je suis bon. Qu'est-ce que j'ai fait par le passé? Pourquoi les gens me demandent de l'aide, par rapport à ces choses-là. Comme ça permet de vraiment identifier ce dans quoi je suis bon. Par exemple, moi, quand j'étais, fin de lycée, début école de co, j'avais une caméra et je faisais des prestats de tournage et de montage pour des assos, et les gens me demandaient directement des conseils pour du montage, et cetera. Donc en fait, j'ai Mmh. vu que directement, j'étais bon par le feedback de mon environnement. Et du coup, voilà, trouver ce dans quoi tu es doué, ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui t'anime naturellement, qu'est-ce qui attire ta curiosité, qu'est-ce que tu peux pas t'arrêter de parler comme Mmh. sujet. Hem, Si par exemple une personne te dit: «Tu parles tout le temps de ces trucs-là», OK, bah, c'est un indicateur que c'est un truc qui t'anime. Et après, là où les gens créatifs, dans le mode, cliché du terme, se plantent, c'est qu'ils oublient aussi que c'est pas qu'une question de toi, mais c'est une question des gens que tu peux servir. C'est une question de, ce pourquoi tu peux être payé, et donc de faire le pont entre les 2. Et Mmh. donc va y avoir 2 camps. Il va y avoir le camp des créatifs et le camp des, make money online, fast. Ils vont juste être en mode: «OK, c'est quoi le meilleur business model? C'est quoi le truc qui paye le plus? Machin, machin». Hem Et je pense que voilà, quand tu rallies, c'est un peu un moyen de rallier, motivation intrinsèque et extrinsèque au final, Mmh. l'ikigai, tu vois? Parce que tu lis ce que dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être payé, et des fois, c'est des choses différentes parce que des fois, je peux être payé pour un truc dont personne n'a besoin, heu et à l'inverse, il peut y avoir des trucs dont beaucoup de gens ont besoin, par exemple la charité, et cetera, mais pour lesquels tu vas pas forcément être payé. Mmh. Donc c'est de mettre un petit peu dans les quatre cercles et pouvoir un petit peu creuser petit à petit. Et voilà, l'idée de ce concept, c'est que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de toute une vie in fine, Mmh. et qui évolue aussi avec le temps. Carrément. C'est un autre point qu'on avait dit justement avec, Louis, c'est effectivement que c'est un concept qui évolue énormément. Le concept de passion, le concept de Mmh. certitude, le concept de, même d'activité, tu vois? Ça évolue tout le temps. Et d'ailleurs même Mmh. les gens qui ont un enfin qui sont dans le salariat, évoluent de la même manière. Ils changent Mmh. d'entreprise, ils changent d'équipe, ils changent de poste, ils changent de salaire, certains font des reconversions professionnelles. C'est pas nouveau, c'est pas Mmh. changeant, c'est des choses qui arrivent. Et autre point aussi pour, compléter ce que tu disais sur l'ikigai, hem, c'est que justement ce concept-là d'ikigai, il est hyper utile à partir du moment où tu es dans l'action. À partir du moment où tu fais des choses, tu testes des choses, Mmh. justement tu t'écoutes parler et tu vas faire des choses. Si jamais tu es là, alors mon ikigai c'est ça, mais j'ai jamais essayé aucune de ces activités, quelle certitude tu as que ça va vraiment te plaire, tu vois? C'est comme les gens qui disent, je sais pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'aurais été résistant. Mmh. Tu n'y étais pas, tu peux pas savoir. Et donc de la même manière, si tu n'as pas fait un truc, Mmh. théoriquement, tu as aucune idée de est-ce que c'est bien ou pas? Parce que tu pas les downsides d'une activité, tu vois? Je sais pas, tu peux te dire: «Ouais, moi je suis sûr Mmh. théoriquement, je suis sûr que si on me dit de faire de la musculation, je vais adorer». Ouais, mais tu sais pas que la musculation, faut y aller 5-6 fois par semaine, faut Ouais. bien manger à côté, Ouais. faut faire les exercices chacun d'entre eux, pas forcément à l'échec, mais en tout cas, tu te donnes quand même beaucoup. Tu as des courbatures, surtout au début. Mmh. Est-ce que tu es prêt à tout ça? Et quand tu le vis, ça n'a rien à voir Ouais. avec le théorique. Et donc, c'est hyper important Mmh. de tester les actions que tu notes dans un ikigai ou au Mmh. contraire, de noter dans un ikigai seulement des choses que tu as faites et que tu sais que tu ferais, effectivement, Mmh. Mmh. sans problème, tu vois? Et je pense Ouais, que c'est clairement. hyper Je important pense qu'on ça. a tous les deux vécu, tu vois, dans nos expériences personnelles. Moi, par exemple, pendant mes études, en parallèle, j'avais fait aussi une formation de coach sportif Mmh. parce que j'étais très passionné de fitness, et cetera. Et du coup, en testant, tu vois, en coachant des potes, et cetera, je me suis dit: «Bah, OK, bah, en fait, j'ai cette passion-là». Limite, je me questionnais vraiment, est-ce que j'allais finir coach sportif ou dans le marketing, tu vois? Hem Et du coup, j'ai fait cette formation-là et je me suis rendu compte après, que ma passion pour le fitness ne se translétait pas dans la passion du coacher le fitness. Et du coup, faut tester en fait pour s'en rendre compte. Voilà, j'avais pas cette patience-là avec, dans ce domaine-là. J'aimais bien en fait le garder dans ma partie, loisir et privé, et pas juste être, derrière les gens constamment, en tout cas dans ce domaine-là spécifiquement.
Et du coup, voilà, c'est en testant ces trucs-là que justement tu mets ces éléments dans ton ikigai, tu fais: «OK, ce que j'aime faire, machin, ce que pourquoi je peux être payé? Ah non, finalement, j'aime pas, être payé pour ça, je veux juste le garder dans cette case». C'est OK, une chose a pas forcément besoin d'être, monétisée, mais il faut quand même le tester. Je dirais de le tester, tu vois? carrément. Toi, J'aimerais tu as eu ça parler avec la d'un autre. prépa physique, Vas-y, aussi, vas-y. non? Tu as eu ça toi avec la préparation physique, non? Ouais, justement, j'ai Une eu expérience ça, similaire dans la ou? prépa physique. En fait, moi, pour le coup, je l'ai vraiment, testé longtemps puisque du coup, bah, j'ai fait ça pendant 4 ans quand même. Et en fait, fallait, Mmh, comment dire? Tu sais, ouais. tu as des paliers aussi d'extrêmes dans des domaines et moi, je savais que je voulais Mmh, pas être au niveau zéro. Le niveau zéro me déplaisait pas, mais c'était pas intrinsèquement quelque chose que j'adorais faire. Fallait me payer pour ça, c'est ça que je mmh, veux dire. Par contre, ce que je visais, c'était le haut niveau et donc je suis allé travailler, tu vois, j'ai fait des stages, dans la à la, comment dire? À la préformation au LOSC, j'ai travaillé avec la mmh, fondation du Real Madrid en France, j'ai fait j'ai fait un stage en série B, donc en Italie, hem et en fait, bah, tout ça, c'est comment dire? mmh, Hem, c'est trop bien, mais du coup, j'ai vu les downsides justement du monde, notamment du football professionnel et bah, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, mais enfin, théoriquement, je pensais que c'était vraiment génial, tu vois? C'était fait pour moi et que je devais faire ça et donc mmh, effectivement, c'est pas forcément, toujours vrai, et on peut pas toujours savoir et moi, j'ai mis 4 ans à le faire et en fait, c'est OK. C'est aussi un autre point qui est hyper important, c'est tu as le droit de te tromper, tu vois? Genre, tu as des gens qui vont vraiment forcer ouais. un truc sans avoir la conscience d'eux-mêmes, de se dire: «Attends là, en fait, je suis pas heureux dans ce que je fais là, il faut que j'arrête». Et il Mmh, y a des gens qui vraiment forcent un mmh, truc parce que ils se sont mis dans la tête que s'ils n'arrivaient pas à faire ça, leur estime d'eux-mêmes chutait, qu'ils étaient, mmh, des moins que rien et qu'ils avaient pas de valeur. Pas du tout, au contraire, c'est même un niveau de maturité extrême de se rendre compte quand quelque chose n'est pas fait pour soi et qu'il faut changer, tu vois? ouais. Et Des fois, c'est et plus ça, dur c'est d'abandonner que de persévérer. C'est exactement. vrai qu'ils Après, comprennent pas je ce trouve qu'il y truc-là, a un il mais y a un des fois, entre c'est 2 en plus fait. dur. Je trouve qu'il y a un entre 2. En fait, Oui, je pense c'est que extrêmement ouais, non, non, ça dépend grave des situations. mmh, Hem, mais il y a certains cas de figure où tu as le biais de, comment dire? Comment on appelle ça? Je sais plus exactement le terme, mais c'est le biais de le coût d'opportunité, je crois, où c'est plus tu plus enfin, le biais de confirmation, je crois. Je sais plus ouais, exactement peut-être, quel ouais. biais c'est. Mais en gros, c'est plus tu as investi dans une chose et Mmh, plus, oui. tu te sens redevable d'être aligné avec ça et de pas te contredire toi-même. J'ai Et du coup, plus tu j'ai une je sais métaphore plus là-dessus. exactement le nom du concept, mais De quoi? ouais. Non, vas-y, vas-y, je t'écoute. Hem, tu sais, c'est comme quand tu es en bas d'un immeuble et que tu attends l'ascenseur et tu appuies sur le Mmh. bouton et je crois que je l'avais déjà fait, je sais plus où, dans quel podcast, mais dans le podcast avec Maëlys, je crois et je la trouve géniale Ouais. cette comparaison. C'est tu attends l'ascenseur, puis ça fait 5 minutes que tu attends l'ascenseur, tu dois monter au 7e. Donc l'ascenseur, c'est quand même pratique quand tu montes au 7e Mmh. et tu attends, ça fait 5 minutes. Donc tu as déjà investi 5 minutes à attendre ce C'est ça. fichu ascenseur et là, tu te dis: «Bon, est-ce que je l'attends encore ou est-ce que, bah, de toute façon, il est en panne, il viendra jamais?» Et tu as des gens qui attendent, qui attendent, qui attendent, qui attendent, parce qu'ils ont investi du temps et plus ils attendent, plus le temps il s'investit. Donc du coup, ça les embête d'attendre et ils se disent: «Bah, si ça se trouve, Mmh. je vais commencer à prendre l'escalier et 2 secondes plus tard, l'ascenseur, il est là», tu vois? Mmh. Et je pense que c'est un Mmh. peu ça, Ouais. le biais et je pense que en fait, à mes yeux, la décision En de je l'utilisant prends marketing l'escalier aussi. ou j'attends devant l'ascenseur, c'est: «Est-ce que je prends plaisir à attendre l'ascenseur?» Mmh. Au fond, c'est ça, en fait. Genre, est-ce que vraiment le fait d'attendre l'ascenseur en l'action en elle-même d'investir du temps et du coup, bah, de faire l'action d'attendre l'ascenseur, est-ce que je kiffe la faire? Est-ce que c'est vraiment un plaisir pur? Est-ce que je peux faire ça toute ma vie? Et en fait, au bout d'un moment, l'ascenseur, il finit toujours par arriver, tu vois? Le succès, c'est pas, le succès et donc du coup, Mmh. l'arrivée de l'ascenseur, c'est pas une question de, est-ce qu'il y a un ascenseur? Il y a un ascenseur et il peut monter et descendre. Mais des fois, il met du temps à descendre, des fois pas du tout et le succès est très rapide. Et je pense que c'est juste ce temps-là d'attente, tu vois? C'est tout le monde parle de persévérance, d'effort, de sacrifice et cetera. Pour moi, en fait, tu n'arrives à ça qu'à partir du moment où tu es intrinsèquement motivé à juste attendre un ascenseur. Parce que tu adores ça, tu vois? Et je pense que c'est Mmh. vraiment ça le concept de motivation intrinsèque, c'est
je peux l'attendre autant que nécessaire parce qu'en fait, je considère pas que c'est du travail d'attendre l'ascenseur. Je considère pas que c'est un investissement, je considère pas que c'est un effort, je considère pas que c'est un sacrifice. J'adore faire ça. Pour le coup, je le souhaite à personne d'avoir comme passion Mmh. d'attendre un ascenseur toute sa vie, mais dans la comparaison, tu vois, je pense que c'est Ouais. vraiment ça, en fait. Mmh. Non, et c'est hyper pertinent dans le cas du personal branding parce que Mmh. Ah oui, clairement. quand tu dis aux gens de: «OK, on va te mettre un système pour, générer des leads, via le contenu». Oui, OK, certes, mais tu vois, l'astérix ou le disclaimer, c'est, bah, tu peux pas prédire quand est-ce qu'une personne sera prête pour, acheter chez toi. Tout ce que tu peux faire, c'est te positionner et faire en sorte d'être présent ce jour-là. Mmh, Hem Et c'est ça, en fait, c'est de se positionner, de constamment rabâcher son message, jusqu'à ce que tu touches la bonne personne ou jusqu'à mmh, ce que la bonne personne ait eu suffisamment de points de contact pour qu'elle se dise, «Ça y est, c'est le bon timing pour moi». Mais, voilà, donc tu dois te positionner dans une, posture de, bah, je give parce que c'est intrinsèque, parce que ça me parle, hem et la personne, bah, lorsque ce sera le bon moment pour elle, elle mmh. finira par arriver comme l'ascenseur arrive et cetera, quoi. Donc heu, donc ouais. Grave, Et grave. tu peux pas arriver à ce point-là si justement tu commences avec la motivation extrinsèque. Mmh, Parce que du coup, tu abandonneras avant. mmh. Ou Exactement. même quand ça va arriver, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de tout surcalculer. Tu vas dire: «OK, qu'est-ce que j'ai fait Mmh. cette fois-là spécifiquement qui a fait que cette personne elle a converti? Mais cette autre fois-là, j'ai fait quelque chose de différent, mais ça a pas converti». Et du coup, tu te creuses la tête alors qu'en fait, peut-être ça avait aucun il y avait rien qui est de différent, tu vois? Ta stratégie, elle est juste la même. Hem, il faut juste faire plus longtemps, tu vois? Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Je pense que c'est effectivement pertinent. Genre, c'est super intéressant cette phrase de il y en a plein qui la reprennent, hein, mais tu peux pas savoir quand est-ce que la chance ou l'opportunité ou quoi que ce soit va te tomber dessus. Tout ce que tu peux faire, c'est juste, être, Mmh. prêt et show up tous les jours, en fait. Mais, j'adore cette idée. Mmh, mmh. Il y a un autre Ça, concept. je comprenais pas ça, tu vois, Vas-y, vas-y. avant le personal branding, avant de créer le contenu, tu vois? Je comprenais moins ce truc-là avant de créer du contenu, d'avoir du personal branding, Mmh. hem, parce que c'était pas un même type de show up. C'était, la prospection ou c'était, mettre en place son site web ou tu vois? C'était très différent. C'est vrai que, ouais, c'est même le personal branding en lui-même, c'est un concept qui a évolué. Sur les réseaux sociaux, je parle. Parce qu'en Mmh. soi, la marque personnelle, la célébrité, ça a toujours été quelque chose de Ouais. Oui, l'image publique, bien ça a sûr. toujours été un concept important. Avant, c'était plutôt, heu, il y a plus longtemps, c'était vraiment réservé Les aux célébrités. personnalités du pouvoir, au cercle du pouvoir, globalement. Et puis, au fur et à mesure, ça Mmh. s'est rapproché des célébrités et du divertissement, notamment le cinéma, la musique, ce genre d'éléments. Et dans un troisième temps, en fait, c'était les célébrités, enfin, tu en avais déjà, hein, Mmh. du divertissement, je dis des bêtises. Tu avais, les Molière, tu avais, Mozart et cetera. C'était déjà des célébrités en soi, mais comment dire? Tu avais pas du tout le même, niveau, degré, de fanatisme ou de voilà, pour autant de personnes. Et c'est vrai que là, enfin, le personal branding, c'est vraiment démocratisé et tout le monde peut avoir, sa propre marque personnelle et ça, c'est vraiment, une révolution dans notre époque, surtout depuis 20 ans, maintenant depuis que le format Mmh. long est sorti, format de vraie connexion profonde, via Mmh. YouTube, bon Dailymotion, mais qui s'est fait rapidement manger. Voilà, YouTube a 20 ans en Mmh. plus depuis, un peu Mmh. moins d'1 an, je crois. Ils auront Ouais. 21 ans cette année et c'est vrai que pour le coup, c'est super intéressant. Il y a un autre concept que j'aimerais qu'on aborde pour terminer ce podcast. Hem, je vais raconter une petite histoire, enfin petite, très courte. C'est la guerre du Vietnam. Guerre du Vietnam, donc tu as les États-Unis qui, envoient des troupes, énormément de troupes, et les Vietnamiens qui se révoltent, qui veulent récupérer leur indépendance et étrangement, les Vietnamiens gagnent face à la première puissance, militaire au monde. Et comment ça se fait que les Vietnamiens s'en sortent? Alors il y a énormément de facteurs, mais il y a un facteur principal et en fait, il y a beaucoup d'historiens qui en parlent, et qui l'expliquent. Mmh. C'est qu'en fait, il y a la notion de jeu fini versus jeu infini. Et en fait, cette notion-là, elle est assez simple, c'est que les États-Unis jouaient à un jeu fini et les Vietnamiens à un jeu infini et c'est pour ça que les Vietnamiens ont gagné.
C'est-à-dire que les Vietnamiens, en fait, c'était soit je gagne, soit je meurs. Donc en fait, tant que je suis en vie, je me bats, globalement. Les Américains, c'était notre objectif, c'est pas de survivre, c'est juste de gagner. Alors que les Vietnamiens, ils devaient juste survivre. Ils avaient juste à rester dans le jeu et eux, ils gagnaient au jeu comme ça. Genre, leur seul objectif, c'était on reste en jeu. Donc tant qu'il reste un Vietnamien debout, on se bat. Alors que les Américains, ils étaient en mode, bah, s'il y a plus d'Américains au Vietnam, bah, on est encore en vie. Et donc en fait, la motivation vient aussi du jeu auquel on joue. Et justement, cette notion-là de jeu infini versus jeu fini, c'est en fait, si concrètement on devait parler d'un business, c'est en fait, moi, je vais faire cette activité, je vais faire ce modèle, cette entreprise, qu'elle marche ou pas, je la ferai, en fait. Et il n'y a pas de deadline Ouais. à laquelle j'arrête parce que intrinsèquement, mon seul objectif, c'est juste de jouer au jeu. De l'entrepreneuriat Mmh. ou, je sais pas, de n'importe quel projet, tu vois? Et je trouve que pour conclure, c'est peut-être aussi, une autre notion qui a à inclure dans, un ikigai ou dans, motivation intrinsèque versus extrinsèque. Hem, pour choisir une activité, choisis l'activité que tu peux faire, un sans être payé et 2 l'activité que tu peux faire à vie sans résultat. Je trouve ça super intéressant de se dire que tu peux faire un truc toute ta vie et ne pas arriver à un résultat de dingue, mais que tu sois ultra heureux d'avoir fait que ça. Le jour où tu as trouvé ça, je pense que tu es en paix avec toi-même toute ta vie, tu vois? Et que Ouais, ouais, sur le chemin, tu as plus de chances, un d'exceller et 2 d'obtenir du résultat parce que tu es pas focalisé là-dessus, tu vois? Et c'est contre-intuitif, mais je trouve que c'est hyper vrai, hyper pertinent, tu vois? mmh. Tu dans une autre frame quand Mmh, tu pars de ça. mmh, Hem, tu pas de, déjà, il y a pas de fin, mais tu pas dans une posture d'attente, t'es pas dans une posture de besoin, de demande, mmh. mais tu es vraiment dans une posture de, je crée, je give, et tu vois, je te parlais l'autre fois de, tu vois, de maps of consciousness, je sais pas si on le mettra dans le On graphique pourra, ou ouais. quoi, mais plus tu as un niveau de conscience élevé et plus tu es dans une posture de, power ou genre tu give, Mmh, VS dans une posture, d'attente, donc de force ou genre de peur ou, «Purée, si ça marche pas, et si, je fais ça pendant 1 an, je fais tous ces efforts-là et il y a rien au bout du truc». Déjà, en fait, je pense que tu as toujours à gagner de tes expériences. Tu vois, par exemple, mmh, toi, tes 4 ans passés en prépa physique, bah, en fait, tu as gagné de fou en capacité de coacher les gens. Ça se retranscrit dans d'autres domaines. Et donc en fait, tu gagnes toujours, quoi. Je crois que c'est Hormozy qui dit ton le travail sur toi plus que tu le travailles sur lui, dans le sens où, bah, ça te forge, quoi. Ça te forge, un caractère, des soft skills ou des skills, sous-jacents que tu vois pas, qui se retranscrivent dans d'autres choses. Donc même si ça marche pas, ça marche, en fait. Donc ouais. totalement. Totalement et je trouve que c'est pas mal de conclure ce podcast sur ces notions-là. Si tu devais, résumer un petit peu ta pensée sur, tout ce qu'on vient de se dire, pour quelqu'un qui, je sais pas, a pas forcément suivi le podcast, en entier, mais arrive à la fin, hem, comment est-ce que tu résumerais? Qu'est-ce que ce serait un peu tes grandes leçons sur le sujet? Et puis je donnerai les miennes, pour conclure. Ouais. Hem, Ce serait de jouer des jeux long terme avec des gens long terme parce que c'est bien plus fun. Genre si vraiment, tu te donnes la peine de tester les 2, tu verras à quel point c'est bien plus fun. Mmh, super intéressant. Si je devais ajouter autre chose, bah, en fait, c'est ce que j'ai déjà dit, mais c'est trouver quelque chose pour lequel tu peux ne pas être payé et que tu peux faire à vie sans résultat. Parce qu'avec Ouais, ces 2 éléments-là, si tu trouves ça et je dis pas que c'est simple à trouver, hein, mais en gros, tu trouves ça par l'ennui et par le fait de faire des choses que tu as jamais faites, et ça te permet d'avoir des réponses, en fait, dans les 2 cas. Hem, si tu trouves ça, à mes yeux, 1, tu augmentes la probabilité que tu sois, une exception dans un domaine. Parce que du coup, ouais, tu peux faire des heures, tu vois? On devient un expert dans un sujet en faisant des heures et des heures de ce sujet, en répétant et cetera et je pense que la meilleure manière d'avoir envie de répéter quelque chose, c'est que le faire est un pur plaisir, tu vois? Et c'est un truc que tu ferais gratos, un truc que tu ferais toute ta vie sans problème et je pense que toutes les ouais, personnes qui sont véritablement célèbres, en tout cas la grande majorité d'entre elles,
excellent, parce que justement elles aiment faire quelque chose. C'est Steve Jobs qui a dit, attends je regarde mes notes, il dit, «La seule façon de faire un grand travail, c'est d'aimer ce que tu fais». Et je pense que pour conclure, c'est vraiment ça. Si tu veux exceller, donc si tu je sais pas, si jusqu'à présent tu avais une frame de: «Je veux des objectifs, externes», en fait, par essence, par nature, tu n'auras pas ces résultats externes parce que intrinsèquement, tu n'aimes pas faire les choses, du coup, tu feras pas du travail de qualité. Du coup, tu auras pas des résultats de qualité, et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui nous inspirent aujourd'hui, qui ont eu des résultats dingues et cetera, en fait, elles peuvent répéter ça des 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 milliers, des centaines de milliers de fois, sans que, ce soit un effort mental. Physiquement et cetera, ça peut Mmh. être éprouvant, évidemment, mais tu vois, je pense, aux grands sportifs, je pense aux grands chanteurs, ils adorent chanter, ils adorent faire leur sport et cetera et je pense que c'est hyper important de voilà, de sortir de cette frame de: «Il faut souffrir pour Mmh. réussir», il Ouais. faut, vivre des choses en ayant un objectif qui est extrinsèque, qui est le résultat. On nous a beaucoup mis en avant le Make Money Quick, on nous a beaucoup mis en avant, les possessions et je pense qu'on est en train de changer de frame et d'idées et pour conclure ce Mmh. podcast, je dirais qu'effectivement, Ouais. dans ce mouvement-là de changement, autant en profiter pour, là, on est en début d'année, autant en profiter pour choisir des choses qu'on aime vraiment, parce que c'est Ouais. ce qui manque le plus et l'erreur que notre génération à nous, des années 2000, ou de la fin des années 90 a probablement le plus fait en voyant justement des jeunes réussir très tôt. On s'est dit qu'on voulait leurs Mmh. résultats et on s'est pas dit qu'on voulait, aimer ce qu'on fait autant qu'ils aiment ce qu'ils font. Les gens le ressentent quand tu opères d'une frame, où c'est quelque chose que tu kiffes juste ou c'est quelque chose que tu fais dans le but de, Mmh, hem et quand tu crées du contenu, quand tu construis une personal brand, ça a un impact parce que, bah, les gens, ils achètent parce qu'ils sentent que c'est tu vois, les gens on veut parler d'authenticité, on dit, «Montre ton» pour être authentique, il faut pas juste partager toute sa vie, machin, il faut juste être aligné avec son message et faire quelque chose que tu kiffes. C'est ça, en fait. mmh, C'est pas, clairement, tu pas besoin de partager toute ta vie pour être authentique, quoi. clairement Et à l'inverse, je dirais qu'il y en a qui la partagent et qui le sont pas. Donc et ouais, heu et et c'est c'est grave et ça. c'est très vrai. C'est très vrai. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Charles pour ton temps. Vous pouvez nous retrouver sur, YouTube, sur Spotify. Allez bien regarder la description, on mettra des liens, beaucoup d'éléments de valeur. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Charles. Je mettrai également le lien, vers sa chaîne, pour ce qui est, de la création de contenu. Rejoignez également notre communauté School sur laquelle on partage également de la valeur au quotidien, et puis, des ressources gratuites pour, aider à la création de contenu, au personal branding, à la génération de leads dans un monde où justement cette authenticité et cette création de contenu, deviennent pas seulement importants, mais nécessaires pour, développer, la grande majorité des activités en ligne. Voilà, merci pour votre temps, merci pour ton temps et puis on se revoit très, très bientôt, pour, ces éditions, hebdomadaires avec Charles, du podcast Deep Talks.